C'est quoi le travail? Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle, et tandis que l'homme travaille depuis des millénaires, nous sommes bien embarrassés pour répondre à cette question. On dira, c'est se trouver un job, parce qu'il faut bien bosser si on veut payer les factures, manger, avoir une voiture, etc. Les 40 dernières années de spéculation financière ont rongé l'économie productive bâtie pendant les 30 Glorieuses et ont tué dans l'œuf l'optimisme d'une société qui créait, découvrait, se développait, où l'ascenseur social fonctionnait à plein régime. Aujourd'hui, face au chômage de masse, on est prêt à accepter n'importe quel emploi, même si c'est humiliant, éreintant, dégradant. On finit par se résigner à n'être qu'un rouage dans la machine, en mettant au placard l'idée que le travail devrait être synonyme d'émancipation. Puisque les politiciens de gauche comme de droite se sont soumis au court terme de la spéculation, il est essentiel que nous redécouvrions ce qu'est le travail humain, à travers les yeux et le combat de Jean Jaurès. Le 1er mai 1891, les soldats de la République tirent sur les ouvriers de Fourmi. Ils tuent 10 d'entre eux. La plupart ont moins de 20 ans. Ce devait être un jour de fête et de revendication pour limiter la journée de travail à 8 heures. La direction de l'usine l'a transformé en cauchemar. Si nous tenons tant à l'ordre, si nous le considérons comme l'assise fondamentale de l'édifice républicain, c'est parce que l'ordre est la condition première, la condition essentielle du progrès. Pour Jaurès, cette contradiction entre l'idéal que la République porte en elle et la façon dont on traite la vie humaine et le travail persistera tant que la pleine liberté et la pleine solidarité des hommes n'auront pas été réalisées. C'est ce qu'on appelle alors la question sociale. En 1891, seuls les enfants de moins de 12 ans ne travaillent pas. De 12 à 14 ans, la journée de travail est limitée à 10 heures. Et jusqu'à 16 ans, à 12 heures maximum. Par ailleurs, il faut attendre 1910 pour que les premières retraites soient instaurées à 65 ans. Sauf que 9 ouvriers sur 10 ne vivaient pas jusqu'à cet âge-là. Résoudre la question sociale, tout le monde serait d'accord, hier comme aujourd'hui. Mais que veut-on défendre? Quelle idée du travail? Jaurès mènera là un double combat. D'une part contre l'oligarchie financière, et d'autre part à l'intérieur même du mouvement socialiste, en particulier contre Paul Lafargue et Jules Guesde. Pour l'oligarchie, un pays bien organisé est celui où la classe des possédants, qui s'appelait entre eux les honnêtes gens, fait travailler la grande masse de la population. Chacun a sa place et doit la garder. Le travail est réduit à une somme d'efforts musculaires, et on fait travailler les humains comme on ferait travailler des machines. Jaurès combat cette conception des choses. Pour lui, le travail doit être celui de l'intelligence plutôt que celui des muscles. Le travailleur doit avoir l'intelligence constante de la machine qu'il dirige, de l'œuvre d'ensemble à laquelle il concourt, des procédés qu'il emploie. Mais les socialistes ne l'entendent pas forcément de cette oreille. Paul Lafargue, par exemple, gendre de Karl Marx et personnage important du parti de Jules Guesde. En 1880, il publie son Droit à la paresse. Il y affirme que le travail est le pire des esclavages, car il opprime les nobles passions de l'homme, et en premier lieu, la paresse. Selon lui, une vraie révolution serait d'établir la journée de travail de 3 heures, afin, comme il le dit lui-même, de pouvoir fainéanter et bombancer le reste de la journée et de la nuit. Cela vous rappelle peut-être quelque chose? On retrouve en Lafargue nos 68 arts, persuadés que liberté et travail sont intrinsèquement opposés. Érigeant la liberté individuelle comme rempart à la société bourgeoise de papa, ils ont réduit l'idée de travail à son expression la plus négative. Un joug imposé arbitrairement par la société pour asservir l'individu. Dès les années 80, cette vision a muté en une culture de col blanc individualiste, réduisant le travail à l'argent qu'on en tire.
elle s'est insinuée dans tous les camps politiques, contribuant à anesthésier toute résistance à la déréglementation économique et la spéculation financière. Aujourd'hui, tous ont adopté cette vision libérale du travail. Et ceux qui dénoncent encore l'exploitation des travailleurs par le patronat, comme le faisait Lafargue en son temps, ne parviennent jamais à défendre une plus haute idée du travail. Voyant en Lafargue et en l'oligarchie les deux faces d'une même pièce, Jaurès rejette l'idée de réduire le travail à quelque chose de musculaire ou de mécanique, et y oppose une conception du travail fondée sur les facultés mentales créatrices de l'être humain. Et si la liberté a un sens, c'est que chacun puisse développer et exercer son génie. Dans la prairie en pente, qui descend vers les châtaigniers, le petit vacher conduit les grands bœufs à l'abreuvoir. Quand ils ont bu, ils se forment en cercle autour de lui, semblent un moment regarder le paysage. Puis, lentement, à un signal, remontent vers l'étable. « Comment se fait-il que toi, si petit, tu te fasses obéir par des bêtes aussi grosses ?» S'il avait su dire ce qu'il pensait, il aurait dit « C'est que je suis un petit homme, mais un homme. » La puissance de la civilisation humaine tient en un enfant. À vrai dire, ces bonnes et puissantes bêtes paraissent mettre, dans leur docilité, une sorte de condescendance. Elles gardent dans leur obéissance une tranquillité qui ne sent ni la terreur ni l'esclavage. Le pouvoir de l'homme sur elles n'en est que plus beau. Plus bas, sous un alisier, le frère aîné du petit vacher, profitant d'un peu de loisir, lit dans un livre. Il n'est rien de plus beau que l'éveil de l'intelligence en pleine nature, en plein et robuste travail. Les jeunes paysans, quand ils aiment à lire, aiment surtout les livres d'histoire, ceux où se développe la vie humaine. Sevrés, dans leur solitude, du mouvement des foules, ils aiment à suivre dans les livres la vie agitée des nations. Quelle invention admirable que le livre! Et comme l'humanité sera grande, quand elle pourra partout mêler la pensée au travail. Pour Jaurès, la raison d'être du socialisme est d'éduquer cette force de travail émergente qu'on appelle alors le prolétariat. Pour cela, il lui a fallu combattre la violence économique et financière, mais également au sein de son propre camp les prêtres d'un socialisme médiocre, comme Jules Guesde qui dirigeait le Parti ouvrier français. Qu'aucun patron ne vote pour moi, qu'aucun capitaliste ne vote pour moi. Je ne veux ni ne puis représenter les deux classes en lutte. Je ne veux et ne puis être que l'homme de l'une contre l'autre. Hors de question pour Jaurès de se laisser enfermer dans cette doctrine rigide, car il est bien conscient que les travailleurs comme les patrons subissent la loi arbitraire de la spéculation financière. Écoutons-le dans son article « Les misères du patronat », publié dans la Dépêche de Toulouse en mai 1890. Si l'on va au fond des choses, le système d'individualisme à outrance, d'âpre concurrence, de lutte sans merci qui régit aujourd'hui la production, fait presque autant de mal à la classe bourgeoise dans son ensemble qu'à la classe ouvrière. Quand les ouvriers outragent ou haïssent les patrons, les ouvriers se trompent, les ouvriers ont tort. Ce ne sont pas les patrons qui font cette loi, ils la subissent. Ce n'est pas une œuvre de haine, ce n'est pas une œuvre de classe que le socialisme entreprend en proposant aux hommes une autre organisation du travail. C'est une œuvre humaine qui profitera aussi bien en définitive à la bourgeoisie qu'au peuple. Constamment, lorsqu'il se bat aux côtés des travailleurs, comme les ouvriers de Carmaux ou les verriers d'Albi, Jaurès cherche à les libérer de ce sectarisme de la lutte des classes, en les élevant à la dignité d'hommes
et en leur faisant prendre conscience du rôle de transformation sociale qu'ils sont en train de jouer dans l'histoire. Le 25 octobre 1896, lors de l'inauguration de la verrerie d'Albi, première coopérative créée en France, une foule de 1500 personnes fait la fête au milieu des guirlandes et d'un immense banquet chantant la carmagnole. Plus tard dans la nuit, Jaurès s'adresse aux ouvriers, dans un silence religieux. Toute la France, toute l'Europe, le monde entier autour de nous, avec ses barrières, ses lois d'oppression, d'étouffement, de spoliation. Le monde entier, avec ses usines qui sont des prisons, ses lieux de plaisir où l'on pleure de tristesse, ses églises d'où Jésus serait chassé s'il pouvait y parler. Sur cette rive à jamais illustre, vous avez élevé, citoyens, un temple que l'humanité considérera toujours comme le berceau de la liberté. Le point commun des oligarques et des marxistes orthodoxes est qu'ils font du travail humain une chose fixe. Jaurès le voit au contraire comme un processus à l'œuvre depuis l'enfance de l'humanité, dans lequel le progrès économique, social et politique s'entremêlent, le moteur étant l'esprit humain. En 1889, au moment de l'exposition universelle de Paris, et tandis que les intellos des salons parisiens, tels qu'Alexandre Dumas fils, Sully Prudhomme et Guy de Maupassant, dénonçaient dans une pétition cette inutile et monstrueuse tour Eiffel, Jaurès s'enthousiasmait pour cette cathédrale d'acier. C'est ainsi que notre siècle si tourmenté s'achève en une œuvre de puissance calme et d'harmonieuse grandeur. Une impression ou, si vous voulez, un rêve se dégageait pour moi de tout ce que je voyais. C'était le rêve, c'était l'espérance de la glorification prochaine du travail humain, débarrassé de l'alliage de servitude, de misère, d'ignorance et de souffrance qui le déshonorent encore aujourd'hui. L'autre nuit, en revenant de Versailles, où nous venions de fêter le 5 mai, j'apercevais des hauteurs de belle vue, Paris, qui s'essayait aux illuminations du lendemain. Au sommet de la tour Eiffel brillait un foyer électrique. On devinait la tour, mais on ne la voyait pas, car elle disparaissait dans l'ombre. La lumière de sa cime était dans l'espace comme une planète nouvelle. Et c'est avec la joie, des pressentiments infinis, que je regardais, juste au-dessous des étoiles de Dieu, l'étoile du génie humain.